Bonjour, Xavier au micro de RFM, bienvenue dans ce numéro 2 de Faits et Documents, l'émission de la rédaction de Faits et Documents. Je suis accompagné de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc dans la première partie de l'émission, nous passerons en revue l'actualité politique. Puis dans la seconde partie, nous recevrons Valérie Bugot, qui vient de publier la nouvelle entreprise Géopolitique de l'entreprise aux éditions Sigest. Alors que le forum de Davos s'est terminé il y a un mois dans une ambiance morose, nous ferons le point avec elle sur l'actualité économique. Mais avant cela, retour sur l'actualité politique avec le mouvement des Gilets jaunes, dont les médias ne parlent plus que sous l'angle de l'antisémitisme et de l'atteinte à la République. À la terreur physique s'ajoute la terreur psychologique. Oui, après ces visages éborgnés qu'on voit partout à la télévision, avec une répression absolument sanglante, avec la réactivation des voltigeurs qui avaient été supprimés, il faut le rappeler, après l'assassinat de Malek Oussekine dans les années 80. Donc vraiment une répression très dure, s'ajoute une opération de terreur psychologique à l'encontre du mouvement et des participants, en les accusant d'antisémitisme, puisque les médias insistent particulièrement sur des faits annexes comme 2 boîtes aux lettres taguées avec des croix gammées ou un commerce tagué en jaune avec écrit Juden. Donc ces 2 faits ont créé une atmosphère où la République serait en danger, où on serait dans une atmosphère de nuit de cristal dans les années 30, etc. À cela s'ajoute un nombre incalculable de sondages sur le complotisme. On en a un par semaine. Sondage de l'IFOP, Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès. On est abreuvé de sondages sur le complotisme et avec effectivement ces sondages tendant à montrer qu'il y aurait une explosion de l'antisémitisme en France. Alors d'abord, il faut rappeler certaines bases sur les chiffres de l'antisémitisme qui sont fournis au grand public. Et la première base, et c'est un fait absolument essentiel à comprendre, c'est que les chiffres de l'antisémitisme sont fournis par le service de protection de la communauté juive, donc qui est un service de protection communautaire composé souvent d'anciens militants du Bétar ou de la Ligue de défense juive, donc qui sont des milices d'extrême droite sionistes en France. Et ce service de protection communautaire est dirigé par Éric de Rothschild. Et c'est donc le SPCJ qui fournit les chiffres de l'antisémitisme au ministère de l'Intérieur. Contrairement aux Gilets jaunes, où on n'a que les chiffres de la police, eux, ils fournissent à la fois les chiffres de la police et les chiffres des organisateurs. Donc ils sont doublement gagnants. Alors en plus, on est en plus à l'époque des fake news, où on nous rabâche avec ce terme-là, et il est évident que ce qu'on appelle agression antisémite est pour le coup le véritable royaume des fake news. En général, ces fausses agressions antisémites, parce qu'il se révèle souvent que les agressions antisémites sont des fake news, se déroulent au moment des vacances scolaires, parce qu'en fait les journaux ont déjà fait du marbre, c'est un sujet facile à traiter sur les plateaux de télévision, et puis ça permet d'obtenir des avancées politiques. Là j'ai vu que le groupe Agir avec Fabienne Keller avait proposé que Marianne soit personnifiée par Simone Veil, qui a déjà été panthéonisée l'année dernière. Donc là, sur les croix gammées, donc est-ce qu'on retrouvera les auteurs, puisque ça a été très facile de retrouver avec l'ADN les auteurs qui ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux. Est-ce que là, il y aura des mêmes relevés ADN, sachant que le type qui avait fait le pochoir est déjà revenu sur les lieux du crime pour tout nettoyer, en quelque sorte. Juste pour rappel, la dernière agression antisémite, c'était en décembre, donc déjà pendant les vacances de Noël. Là, on approche des vacances de février, donc vague d'agression antisémite, vacances de février, marbre dans les journaux. En décembre, c'était déjà la même histoire, avec, il faut s'en rappeler, tout le monde l'a déjà oublié, mais l'agression antisémite de la ligne 4, avec un journaliste de 20 minutes, Thibaut Chevriard, qui se trouvait dans un wagon où une ancienne déportée aurait été agressée par des gilets jaunes qui faisaient des quenelles. Alors il tweet le 22 décembre au soir, ce geste est un geste antisémite. Alors ça c'est la vieille dame qui leur aurait dit ça. Ce geste est un geste antisémite. Je suis juive, j'ai été déportée à Auschwitz. Je vous demande d'arrêter. Et là il conclut, les 3 hommes n'ont pas arrêté pour autant. Ils ont rigolé
Puis l'un d'eux lui a répondu que les chambres à gaz n'existaient pas. Ça, c'était le 22 décembre. On a eu droit à ça en boucle pendant une semaine sur les chaînes d'information en continu, sans rappeler que le même Thibault Chevrillard, hein, le lendemain, dans 20 minutes, a précisé « Si elle a bien entendu l'un des hommes lui dire qu'il avait, comme son père, été à Auschwitz, elle n'est pas certaine, avec le bruit du métro, qu'il a ajouté que cela, donc les chambres à gaz homicides, n'avaient jamais existé, comme nous l'affirmions. Mais elle a senti, sur le moment, qu'il avait sous-entendu un truc comme ça. » Donc là, c'est la version du lendemain. Alors en plus, le lendemain, on a appris qu'elle était âgée de 74 ans, donc elle n'avait pas pu être déportée à Auschwitz. Donc dans l'article, c'est devenu la fille d'un déporté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, c'est quand même systématiquement ce qu'on observe. Alors, je voudrais, sur cette question, parce que c'est pas du tout du complotisme, et tous les intellectuels juifs de haut niveau savent très très bien ce qu'on est en train de raconter. Et donc, je voudrais, Vincent, donc on a mis des citations de côté, hein, que tu nous cites Jacques Attali, donc on ne présente plus, ce qu'il disait dans le quotidien israélien Haaretz en 2009 à propos de l'antisémitisme en France. Alors, il disait « Non, il n'y a aucun problème. Affirmer le contraire est un mensonge, un pur mensonge. Je crois que ce n'est tout simplement pas vrai. C'est de la propagande israélienne. Ces 10 dernières années, les Israéliens se sont installés dans une sorte d'autoconviction que la situation en France est un désastre. C'est une propagande très dangereuse, c'est ridicule. Je suis un exemple que cela n'est pas vrai. » Et alors une autre citation d'Isaac Bashevis-Singer, donc c'est un écrivain de langue yiddish qui était prix Nobel de littérature en 78. Et il écrit dans un livre qui s'appelle Conversation avec Isaac Bashevis-Singer. Donc, quand le juif se met une idée en tête, il ne peut plus penser à rien d'autre. Prenez, par exemple, le juif qui se bat contre l'antisémitisme. Il en trouvera partout, même sur une île déserte ou au milieu du désert. Il est tellement obsédé qu'il en devient comique parce qu'il est incapable de voir une exception à la règle. Ou alors, il se crée des règles qui n'existent pas. Donc là, on est exactement dans cette situation-là. Hein, ça devient comique, c'est-à-dire qu'il faut absolument expliquer que les gilets jaunes sont des chemises brunes, hein, ça a été dit. Même Bernard-Henri Lévy s'est vanté d'avoir fourni cet élément de langage au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'une réunion des amis du CRIF ou une convention du CRIF, peu importe. Et sur les règles qui n'existent pas, précisément, ces fausses agressions servent à faire avancer la loi et à créer des règles qui jusque-là n'existaient pas. Alors, sur les fausses agressions antisémites, on reviendra, évidemment, on reviendra pas plutôt sur la fausse agression du rabbin Fari, qui s'est automutilé avec un couteau, Alex Moïse, qui s'appelait lui-même sur son téléphone pour se laisser des messages antisémites, l'affaire du RERD. Alors, rappelle beaucoup de ces fausses agressions qui entretiennent comme ça une espèce de tam-tam, comme dirait Céline, permanent dans les médias, une espèce de bruit de fond, sont alimentés par le bureau de vigilance contre l'antisémitisme, donc le BNVCA, qui est animé par Samy Gozlan. Oui, Alain Sam Gozlan, dit Samy Gozlan, un ancien commissaire de police, qui donc a créé le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et qui centralise les plaintes depuis Netanyahou. Voilà, alors il est installé en Israël. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été coopté au comité directeur du CRIF par Richard Prasquier à l'époque, et que le même Richard Prasquier avait fini par le virer car il le jugeait incontrôlable. Alors vous voyez, pour vous donner le niveau de sérieux, alors si vous voulez faire une idée assez précise, vous pouvez regarder Samy Gozlan, le flic cachère, qui a été diffusé sur Arte en décembre 2018. Hein, c'est pas du tout à charge, mais déjà regardez ça, ça vous donnera une idée du personnage. Alors par ailleurs, sur cette question des provocations, ça peut aller très très loin. Hein. Là, on est encore à un niveau
assez bas, mais ça peut aller très très loin. Et il faut toujours se méfier des agents provocateurs qui jouissent d'une grande publicité dans les médias. Et là, l'exemple le plus connu, c'est évidemment Daniel Burroughs, donc ce juif américain qui était membre du parti nazi américain et qui est même devenu leader du Ku Klux Klan dans les années 60. Il y a un film qui a été fait dessus qui s'appelle Danny Balint avec Ryan Gosling, qui est vraiment excellent et qui est bien meilleur que le trait surcoté American Historics. Et d'une manière générale, toutes les organisations néo-nazies antisémites américaines ont été très largement infiltrées par ce genre d'agents provocateurs qui avaient intérêt précisément à entretenir un climat d'antisémitisme, parce qu'il faut que l'antisémitisme existe. Sinon, c'est le business qui tombe en quelque sorte, et pour entretenir ce climat de terreur. Oui, alors en même temps que s'instaure ce climat de terreur intellectuelle, le mouvement des Gilets jaunes est visé par des tentatives de récupération de toutes parts. Donc d'abord du côté de l'exécutif. Il faut dire qu'il y a des choses assez ridicules qui se passent en ce moment. Alors le 3 février, il me semble, c'était dimanche 3 février, on a eu ce faux scoop du JDD, c'est-à-dire Emmanuel Macron va organiser un référendum le même jour que les élections européennes. Emmanuel Macron sera en train de préparer un référendum le même jour que les élections européennes, scoop du JDD, et qui en fait serait en quelque sorte une réponse à cette demande de démocratie participative et de RIC. Bon, alors déjà, ce qu'il faut souligner, le Canard enchaîné l'a souligné, l'information était parue dans le Canard enchaîné un mois avant. Aurélien Taché avait exprimé publiquement cette possibilité sur LCI, et d'ailleurs l'entretien donné par Aurélien Taché, qui est un député de La République En Marche, un des députés les plus à gauche de La République En Marche, son interview sur LCI où il évoquait ce référendum avait été rapporté dans son intégralité, ce qui est rare, par le Bulletin Quotidien. Le Bulletin Quotidien, qui est un organe de presse interne à la caste, qui a été fondé par Georges Bérard-Quélin, et qui est le même Georges Bérard-Quélin qui a fondé Le Siècle. Donc le Bulletin Quotidien est vraiment intimement lié au Siècle, et c'est vraiment, ça doit coûter 29 € le numéro pour un journal quotidien. C'est complètement inaccessible au commun des mortels. Et l'intégralité donc de l'entretien d'Aurélien Taché avait été retranscrit dans le Bulletin Quotidien, qui avait même fait un dossier pour expliquer en quoi cette option était possible, en quoi elle n'était pas possible, et précisément qu'elle était inconstitutionnelle, puisque Emmanuel Macron voulait faire des choix multiples. Alors pourquoi il voulait faire des choix multiples ? C'était pour éviter le syndrome de Gaulle, c'est-à-dire d'être obligé de démissionner si le résultat était défavorable. Cela dit, le syndrome de Gaulle, il en est quand même encore loin, puisque sa manifestation des foulards rouges, comparativement à la manifestation qu'avait organisée de Gaulle, a été un fiasco absolument total. Alors à ce propos, il voulait organiser ça donc le même jour que les élections européennes. A priori, ça se fera pas, puisqu'il y a eu un vrai tir de barrage. Et d'ailleurs, on peut même se demander si on ira en réalité aux élections européennes. Et alors là, on voulait vous faire partager une note qu'on s'est procurée de l'European Council on Foreign Relations. Alors si tu peux nous rappeler, Vincent, ce qu'est l'European Council on Foreign Relations. Alors le Conseil européen des relations internationales en français, voilà. Donc c'est un think tank qui a été créé en 2007, mais qui a aucun lien avec l'Union européenne ni avec le CFR, mais il a un nom qui s'en inspire. Donc en fait, c'est juste le nom qui ressemble, mais c'est un think tank autonome. Donc ça a été d'abord financé par George Soros. Donc on sait qu'ils ont des bureaux à Paris, Londres, Berlin, Rome, Madrid, Sofia, Varsovie. Il y a à peu près une équipe d'une quarantaine de chercheurs. Donc en France, voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui sont les membres de ce Conseil européen des relations internationales en France. Donc on remarque Arnaud Danjean, donc un député européen, ancien agent civil de la DGSE, passé par l'Institut Aspen France. Qui est dirigé par Madeleine Albright, et dont un des hauts
représentant sur le plan diplomatique est Hubert Védrine, qui est qui passe en tout cas pour le conseiller diplomatique officieux d'Emmanuel Macron. Donc qui sera troisième sur la liste. Donc Arnaud Danjean, oui, troisième sur la liste. Hein. Donc Réseau Soros, DGSE, Aspen Institute. Et qui aura droit à son portrait bientôt dans Fait document, bien sûr, parce qu'il faut bien comprendre comment a été construite la liste des Républicains. On a mis en tête de gondole François-Xavier Bellamy pour attirer le chaland, pour attirer l'électorat des Républicains catholiques de la Manif pour tous. Et puis derrière, en fait, il s'agit d'offrir un point de chute à donc ce Arnaud Danjean, donc que tu viens de nous présenter, et qui est donc affilié au réseau Soros. Voilà, donc après on retrouve aussi comme membres donc les anciens ministres Elisabeth Guigou, Bernard Kouchner. On y retrouve aussi Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, Bruno Le Maire, donc l'actuel ministre de l'économie et des finances, Jean-David Lévit, l'ancien conseiller diplomatique de Sarkozy, Pierre Moscovici, commissaire européen, ancien ministre, Christine Ockrent, donc elle journaliste passée par l'ancien young leader de la French American Foundation, Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF. On retrouve aussi Ghassan Salamé, donc le père de Léa Salamé, qui aujourd'hui s'occupe de la Libye pour le compte de l'ONU. Voilà, et qui a aussi formé l'élite à Sciences Po comme directeur de l'école des affaires internationales. Et aussi Justin Weiss, qui est directeur du centre d'analyse de prévision et des stratégies du Quai d'Orsay, et qui lui aussi est un young leader de la French American Foundation. Et lui, c'est le grand Manitou du Quai d'Orsay, de la politique étrangère française. Donc un aréopage qui concentre un certain nombre de leviers de pouvoir, et que nous dit donc ce Conseil européen pour les relations internationales dans cette note que nous nous sommes procurée. La note est intitulée « Les élections européennes de 2019, comment les anti-européens envisagent de saboter l'Europe et comment les contrecarrer ». Et donc, ils expliquent que les eurosceptiques pourraient remporter un tiers des sièges, ce qui suffirait à enliser l'activité du Parlement européen, compromettre la sécurité et la défense de l'Europe et à terme semer les ferments de discorde qui pourraient finir par détruire l'UE. Donc en général, quand des gens aussi puissants vous expliquent qu'une élection contient en elle les germes d'une destruction de ce qu'ils veulent renforcer, on peut en général s'attendre à ce que cette élection soit annulée. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'un des plus beaux produits de ce qu'a produit ce Conseil européen des relations internationales, c'est l'opération Sebastian Kurz, qui est devenu chancelier autrichien, alors que le FPO avait d'abord gagné les élections présidentielles, qu'elles ont été rejouées, et qu'on a attendu ensuite les législatives pour faire arriver cet inconnu, complètement inconnu, à la chancellerie, et qui aujourd'hui marginalise complètement le FPO, avec qui il est soi-disant allié, et lui est apparu d'ailleurs comme un des chouchous du dernier Davos, dont on parlera prochainement. Donc les élections européennes de 2005, avec les élections pour la Constitution européenne de 2005, dont le résultat a été annulé ensuite quand Sarkozy est arrivé au pouvoir. Les élections autrichiennes, il y a un très grand nombre de cas où les résultats des votes ne sont plus du tout respectés. Et quand on lit cette note, on peut se demander vraiment si on ira aux élections européennes. Mais bon, pour retourner sur notre sujet, qui est la récupération du mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit la tentative de récupération par Emmanuel Macron, qui est complètement tué dans l'œuf avec cette idée de référendum le même jour que les élections européennes, et dont tout le monde a pu constater, et tout le monde a dit que c'était inconstitutionnel avec ce questionnaire à choix multiples. Donc en fait, le scoop du JDD n'était qu'un ballon d'essai, et un ballon d'essai qui évidemment a fait pchit. Alors,
Autre récupération très intéressante, alors là, je dois dire, on est quand même tombé sur une perle, c'est le journal des Gilets jaunes, qui vient de paraître là en février et qui a été tiré à 50 000 exemplaires. Alors on a regardé qui éditait et qui s'occupait de ce journal des Gilets jaunes. Alors d'abord, c'est édité par Robert Laffont, donc proche de Bernard Tapie, et qui on trouve comme rédacteur en chef? On trouve René Chiche. René Chiche, c'est une sorte de mercenaire de la presse qui a lancé un nombre incalculable de titres à chaque fois pour Robert Laffont. Pour situer à peu près ses œuvres, son dernier livre, c'est Kev Adams, Les secrets d'une LOL star. Et donc, c'est lui qui s'occupe du journal des Gilets jaunes, vous voyez. Et alors, dedans, il publie une charte signée par un certain Daniel Fiblonski. Alors, c'est pareil, Daniel Fiblonski, on a cherché sur Internet, apparemment, il doit s'agir d'un pseudonyme. Mais Vincent, je te laisse lire quelques extraits de cette charte. Voilà, c'est surtout leurs revendications. Donc, dans la liste, on trouve que les demandeurs d'asile soient bien traités. Nous leur devons le logement, la sécurité, l'alimentation, ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travailler avec l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde, dans l'attente du résultat de la demande d'asile. Et comme autre proposition, on trouve encore qu'une réelle politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir français, cours de langue française, cours d'histoire de la France et cours d'éducation civique avec une certification à la fin du parcours. Il y a aussi un salaire mensuel maximum fixé à 15 000 €. Voilà, donc bon, ça c'est comme c'est un peu pour la plaisanterie qu'on sort ça, parce que c'est des récupérations comme la liste des Gilets jaunes avec un certain nombre de personnes identifiées, la liste pour les européennes des Gilets jaunes avec un certain nombre de personnes identifiées comme proches d'Emmanuel Macron, en tout cas proches des idées de la République en marche. Exactement comme ce journal, sont des tentatives de récupération tellement grossières qu'elles font pchit. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est effectivement la récupération par la gauche, les partis de gauche et d'extrême gauche, avec évidemment ce qu'on avait pressenti lors de notre dernière émission et qui s'est concrétisé ces dernières semaines, c'est le rapprochement des figures médiatiques donc choisies par les médias, Jérôme Rodriguez et Éric Drouet, leur récupération par les partis de gauche et d'extrême gauche. Donc on a vu Éric Drouet posé avec Raquel Garrido, donc qui est l'épouse du député France Insoumise Alexis Corbière et qui est devenue animatrice dans l'émission de Thierry Ardisson. On a vu Éric Drouet poser le poing levé devant une fresque représentant Émile Zola, le capitaine Dreyfus et Victor Bache. Donc là, on est vraiment, on n'est même plus dans la gauche ouvrière. Là, on est vraiment dans la gauche dreyfusarde. On a vu Jérôme Rodriguez poser avec Besancenot et appeler les Gilets jaunes à se joindre aux appels à la grève lancés par la CGT. Alors tout ça est visible et il faut bien comprendre ce qui se joue en toile de fond. Parce qu'en vérité, Jean-Luc Mélenchon, on l'a déjà dit, est très tiraillé. Et le système, ou en tout cas une forme d'état profond, joue un peu au chat et à la souris avec lui. On a vu cette perquisition où il est devenu fou parce qu'en fait il avait été tiré du lit où il se trouvait avec Sofia Chikirou, alors qu'il voulait absolument pas qu'on sache que c'était sa maîtresse. Là, dernièrement, il y a encore une perquisition chez sa tête de liste pour les européennes, Manuel Bompard. Et puis, il y a eu cette une de l'Obs extrêmement voyante, avec un Jean-Luc Mélenchon représenté en Robespierre, avec un énorme dossier à charge, sans vraiment de révélation d'ailleurs dedans. Et Mélenchon était furieux, il tweet « Naufrage de l'Obs ». Il y a 6 mois, un rédac-chef viré pour lèse-majesté Macron. Aujourd'hui, la une contre moi et 10 pages à charge. L'Obs prend ses lecteurs pour du bétail macroniste. Le grand hebdo de la deuxième gauche devient un pauvre bulletin officiel pathétique.
Alors là, les gens qui sont pas initiés savent pas forcément à quoi il fait référence. Il fait référence il y a 6 mois au débarquement donc du rédacteur en chef de l'Obs, donc l'ancien Nouvel Observateur, qui s'appelait Mathieu Croissando et qui a été remplacé par Dominique Nora. Alors Dominique Nora, young leader de la French American Foundation, qui a été dans la presse, qui s'occupait auparavant des pages économiques de l'Obs et qui est la fille de Simon Nora. Voilà. Alors Simon Nora, là on est vraiment dans la reproduction des élites. Simon Nora, inspecteur général des finances, ancien directeur de l'ENA, ancien président du siècle, et il finira par présider le conseil d'administration de la banque Lehman Brothers. Donc voilà la gauche bancaire. Alors t'as l'oncle. Voilà, il y a dans la famille. Voilà, parce qu'il est frère. Donc l'oncle, c'est Pierre Nora, donc qui est avec qui Anne Sinclair a refait sa vie après l'affaire du Sofitel, et Pierre Nora qui est le pape de l'intelligentsia parisienne. Alors d'ailleurs, il y a une petite anecdote qu'on a retenue, qu'on a mis de côté, parce qu'on nous avait toujours expliqué. Oui, pourquoi Nora? Voilà, pourquoi Nora? Parce qu'on nous avait toujours dit Nora, en fait, c'est Aaron à l'envers, mais c'est une volonté de franciser. Alors nous, on l'avait cru parce que on cherche pas à mal, on nous dit Nora, pour franciser. Enfin, je vois pas bien en quoi ça francise. À la limite, Norar, ça aurait été une francisation, mais là, Nora. Et alors récemment, Pierre Nora, dans le Time of Israel, est revenu justement sur ce nom, et il l'explique. Or, après des recherches, il m'est apparu que ce n'était pas la vraie raison. Donc, c'est pas une francisation. Nora veut dire le terrible en hébreu. C'était en fait une façon dans son village où il n'y avait que 4 familles juives de montrer qu'il était le chef de la communauté. Il s'agissait, au lieu de franciser, de s'enraciner dans un judaïsme cryptique pour les Français, mais qui voulait dire quelque chose pour les Juifs. Donc voilà, d'où vient un peu cette attaque qu'a subie Mélenchon. Alors, pour revenir sur Mélenchon, donc en ce moment, donc l'actualité brûlante, c'est la mise en place de la commission d'enquête parlementaire contre les groupuscules d'extrême droite. Donc commission dont je rappelle qu'elle lui a valu la fin des poursuites devant la justice maçonnique, puisqu'il était menacé un temps d'exclusion, et qui lui a valu également ce titre de grand républicain que lui a décerné le grand maître du Grand Orient de France, donc en le faisant revenir complètement dans le jeu. Alors il faut voir que parallèlement à ça, se sont déroulés plusieurs événements plus ou moins discrets. Alors le premier, c'est un déjeuner secret qui a eu lieu fin décembre entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Alors, il faut rappeler que Raphaël Glucksmann était dans une période de vide, en quelque sorte, puisque sa période géorgienne s'était finie et que là, il y a quelques mois, il avait lancé Place Publique pour essayer de recréer une union à gauche. Alors, une période de vide, pour vous, c'est que vous allez à Pôle emploi, vous êtes un peu au RSA, enfin, c'est une période un peu passage à vide. Bon, lui, il avait quand même une chronique sur France Inter, il a quand même relancé le nouveau magazine littéraire, enfin, c'était pas, ça va, il avait de quoi rebondir. Et donc là, après avoir tenté de fédérer à gauche autour d'une candidature de Ségolène Royal, il s'est rapproché de Mélenchon, et donc, au cours de ce rendez-vous, je dirais pas secret, puisqu'il y a quand même eu discret, voilà, il y a eu quelques échos dans la presse, mais pas beaucoup. Organisé par Thomas Porcher, donc qui est un économiste proche de Raphaël Glucksmann, et par Emmanuel Morel, ancien candidat à la présidence du Parti socialiste, député européen socialiste. Il a été promis à Jean-Luc Mélenchon d'être le nouveau chef d'une gauche rassemblée après un nouveau congrès d'Épinay. Et donc, pour ce faire, on voit bien que
Emmanuel Morel a recréé avec Marie-Noëlle Lienemann, qui était associée à Jean-Luc Mélenchon et Julien Dray au sein de la gauche socialiste pendant des années, a recréé un petit mouvement, une microstructure qui s'appelait Après et qui vient d'absorber le MRC, donc de Jean-Pierre Chevènement, le parti de Jean-Pierre Chevènement, pour en faire un mouvement satellite à La République En Marche. Donc, si vous voulez, les petits partis de gauche, la gauche est complètement en miettes, Mélenchon a cette idée, si vous voulez, de les satelliser pour finalement les regrouper pour, au final, faire un nouveau congrès d'Épinay. Alors, ce qu'il faut suivre, on a parlé de Julien Dray, un grand Manitou de la gauche depuis des années. Le Baron Noir. Le Baron Noir, une série sur lui, évidemment membre du Grand Orient de France, et donc qui était fâché avec Jean-Luc Mélenchon depuis presque 10 ans, puisque quand Mélenchon avait quitté le Parti Socialiste pour créer le parti de gauche ancêtre de la France Insoumise, Julien Dray était resté proche de François Hollande, et d'ailleurs il a été un visiteur du soir de François Hollande et a participé à la mise sur orbite d'Emmanuel Macron, mais apparemment Emmanuel Macron lui a pas renvoyé l'appareil. Et Julien Dray, alors c'est très intéressant parce qu'il faut suivre l'évolution de Julien Dray en quelque sorte comme un thermomètre de l'évolution de la perception de Jean-Luc Mélenchon par le système. Je m'explique. Au début janvier, on est à peu près le 7 janvier, il dit de Mélenchon qu'il est, je cite, celui qui assume de cohabiter avec l'extrême droite. 10 jours plus tard, dans Libération, il explique que Jean-Luc Mélenchon est courageux et qu'il est, je cite, une digue contre l'extrême droite. Donc là, ça change du tout au tout. En 10 jours, il retourne sa position. Et à la même période, il va chez Éric Zemmour et Éric Nolot défendre la 6e République proposée par Jean-Luc Mélenchon avec derrière le Grand Orient dont on a déjà parlé dans notre émission. Et donc, dernière étape, il vient de déclarer dans le Figaro, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon doit faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain. Donc ça, c'est les gilets jaunes. La théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain. Ça, c'est la définition des gilets jaunes par Julien Dray. Ça veut dire le mouvement, on le diabolise d'un côté avec le chantage à l'antisémitisme pour en extraire ou en tout cas créer les conditions d'une extraction des éléments jugés incompatibles. Donc faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple qui se concrétise sur le terrain avec le clivage droite-gauche. Donc là, ça veut dire que le clivage droite-gauche est validé et que cette ère du peuple, donc c'est l'ère du peuple de gauche qui se concrétise sur le terrain. Donc ramener les gilets jaunes à gauche. Et là, il conclut, or, il n'y parvient pas. Donc, vous voyez, alors il n'y parvient pas pour quelle raison ? Parce que la France Insoumise décolle pas dans les sondages, tout simplement, alors que les gilets jaunes, le soutien reste absolument massif. Donc, bien suivre tous les signaux faibles sur ce front-là, bien suivre Jean-Luc Mélenchon, bien suivre ce qu'en disent les uns et les autres, les vrais personnages d'influence, et voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines semaines. Ouais, alors, pendant ce temps-là, la Macronie semble en voie d'effondrement. Oui, alors là, c'est comme on l'a dit, Macron est pris entre l'enclume et le marteau, entre les gilets jaunes et l'affaire Benalla, qui faiblit pas. Là, par exemple, il pensait qu'il avait encore le soutien, par exemple, de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je me demande en quoi le soutien de Nicolas Sarkozy peut être utile à quiconque. Mais bon, alors, Macron disait qu'il l'appelait souvent. Et puis là, récemment, on a appris que dans les dîners en ville, Nicolas Sarkozy expliquait à qui voulait l'entendre que Emmanuel Macron était paniqué par le remue-ménage de ses équipes à l'Élysée et qu'il était, je cite, totalement perdu à la recherche de repères.
Donc Sarkozy lui crache dessus dans les dîners en ville en référence au feuilleton du remplacement Sylvain Faure. Sylvain Faure qui était le conseiller en communication d'Emmanuel Macron. On avait déjà eu le remaniement ministériel qui avait duré, il me semble, 3 semaines pour trouver un nouveau ministre de l'Intérieur. Là, c'est un conseiller en communication. Il a annoncé sa démission début janvier en disant « je partirai fin janvier ». Et le conseiller en communication, à l'heure où nous enregistrons, a toujours pas été recruté. Alors pourquoi la succession de Sylvain Faure et la nomination d'un nouveau conseiller en communication a pris autant de temps ? Parce qu'en vérité, elle a été bloquée. Alors, plusieurs noms étaient cités. On a cité, c'est des noms qui vous diront rien. On a parlé de Clément Léonard Doucy, Romain Abreu, Franck Louvrier, Laurent Glépin. Et en fait, tous sont liés à Publicis Consultants. Et en vérité, la direction de Publicis, qui est dont le conseil d'administration est dirigé par Elisabeth Badinter, a donné des consignes pour bloquer cette nomination. Elisabeth Badinter qui a initié la pétition contre la révision de la loi 1905 par Emmanuel Macron. Donc il faut bien voir qu'il y a aussi des vrais réseaux de pouvoir qui sont aujourd'hui ligués contre Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que, alors là, la dernière tendance pour le remplacement de Sylvain Faure, c'était Mathias Vichra. Alors là, vraiment, on revient au réseau macroniste pur sucre, puisque Mathias Vichra est de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron. Alors, je donne juste, pour donner une idée de Mathias Vichra, le titre d'un portrait que lui a consacré France Info. Énarque, fan de rap et roi du bras de fer, Mathias Vichra, le porte-parole de la SNCF, dont l'ascension va bon train. Alors Mathias Vichra, pour situer, il a été au cabinet de Delanoë et au cabinet de Guillaume Pépi. Donc Bertrand Delanoë, Guillaume Pépi. Donc là, on voit bien les réseaux qui se dessinent. Et pour situer le personnage, il a signé un livre qui s'appelle « Pour une analyse textuelle du rap français ». Alors, à titre de comparaison avec Sylvain Faure, qui est ce personnage, donc l'ancien conseiller en communication à remplacer, qui est ce personnage avec un pied dans la finance, un pied dans la littérature, qui a publié... Oui, qui lui a signé chez Pierre-Guillaume Deroux un livre sur Saint-Exupéry. Voilà, un livre sur Saint-Exupéry, un livre sur le romantisme, un livre sur Schiller. Et donc là, on passe de Schiller et Saint-Exupéry à l'analyse textuelle du rap français. Guillaume Pépi vient de quitter la SNCF et on nous dit qu'il rejoindrait l'Élysée. Alors, pour l'anecdote, il a un enfant avec Marie Drucker. Et le parrain de cet enfant est Bertrand Delanoë. Voilà. Alors, donc, Emmanuel Macron, déjà lâché par Attali cet été, par Jacques Attali cet été, qui avait expliqué que c'était un ballon dans lequel la moindre aiguille l'avait dégonflé. Il a été lâché par Bernard-Henri Lévy, aussi signal faible à regarder. Bernard-Henri Lévy, au début, dans ses attaques contre le mouvement des Gilets jaunes, citait systématiquement Emmanuel Macron. Là, il est passé 1h30 chez Ruquier et il a pris soin de ne jamais citer le nom d'Emmanuel Macron. Et alors là, on rejoint l'hypothèse Mélenchon et il a promis une Europe sociale. Bernard-Henri Lévy a promis une Europe sociale avec le revenu universel, enfin vraiment l'Europe sociale. C'était vraiment demain on rase gratis, le revenu universel pour tous, etc. Troisième signal faible sur Emmanuel Macron, c'est le lâchage de François Sureau. Alors François Sureau, certains le connaissent parce qu'il est éditorialiste à La Croix. C'est un énarque. Grand avocat au Conseil d'État. Avocat au Conseil d'État. Et surtout qui a été un lien entre François Fillon et Emmanuel Macron dans la période incertaine de 2016 où était envisagé éventuellement, dans le cas où François Fillon, et qui était une hypothèse très plausible à l'époque, où François Fillon perdait la primaire, une fusion en fait des candidatures
Fillon et Emmanuel Macron sous l'égide d'Henri de Castries, donc président du Bilderberg. Donc si vous voulez, François Sureau, c'est des réseaux, on pourrait dire catholiques mondialistes, puisqu'il est pro-migrant, etc. Et donc ça explique d'ailleurs, alors François Sureau a rédigé les statuts d'En Marche, et par ailleurs, il est associé donc au cabinet d'Antonin Lévy, ce qui explique que le fils de Bernard-Henri Lévy ait défendu François Fillon pendant la fameuse affaire Fillon. Et surtout, François Sureau passe pour un des inspirateurs ou des rédacteurs du discours d'Emmanuel Macron, le fameux discours devant la conférence des évêques de France. Donc vraiment, François Sureau, c'est un personnage à la fois discret, important, et puis en même temps une caution culturelle. Et qu'est-ce qu'il dit à propos des proches d'Emmanuel Macron dans une tribune du Monde? Il dit que ce sont des suspieds, des nains de jardin, etc. Donc, c'est encore quelqu'un qui lâche complètement Emmanuel Macron. Parallèlement à ça, on observe l'affaire Benalla qui continue. Alors là, elle semble, bon, on va pas revenir sur l'affaire Benalla parce qu'elle est abondamment commentée dans les médias, mais là, elle semble bloquée sur l'affaire du contrat russe. Donc là, si on a un conseil à Mediapart, c'est de s'intéresser davantage à la piste marocaine, qui semble quand même être la clé, ou du moins une des clés à propos d'Emmanuel Macron, et qui explique qu'en grande partie, dès qu'on ouvre une porte chez Emmanuel Macron, il y a un Marocain qui sort du placard. Qu'est-ce qui explique ce tropisme marocain si important dans le macronisme? Donc voilà les grandes lignes de force. Et un des marqueurs de la chute d'Emmanuel Macron, ça a été évidemment son absence au forum de Davos. Alors pour vous situer l'effondrement de la cote de confiance de Macron, pas seulement au sein de la population, mais au sein des élites mondialistes les plus importantes, je vais vous lire ce qu'écrivait le Wall Street Journal, donc le 22 janvier 2019, à propos de la non-participation d'Emmanuel Macron à Davos. Alors, le Wall Street Journal écrit: il y a un an à peine, le plateau de Davos était euphorique après l'élection de M. Macron, ancien banquier d'affaires et principal homme de Davos à la plus haute instance française. Cette absence est un signe de la rapidité avec laquelle les feux du populisme peuvent engloutir les dirigeants du monde, même ceux perchés à une hauteur apparemment hors d'atteinte. À l'époque de l'ascension mondiale des forces nationalistes, M. Macron était l'unique chef prêt à défendre la mondialisation plutôt que de s'en retirer. La montée des Gilets jaunes a porté un coup dur à son agenda. M. Macron est devenu le symbole édifiant de ce qui peut se produire lorsqu'un leader mondialiste prend le pouls de la rue. Donc c'est le bon moment pour accueillir Valérie Bugeaud, donc docteur en droit. Bonjour Valérie. Bonjour. Analyste géopolitique, économique et juridique. Alors, donc revenons déjà sur le Forum économique mondial. Oui, alors le Forum économique mondial. Ou Forum de Davos. Pour l'endroit où ils se réunissent en Suisse, dans le canton des Grisons, donc qui a été créé en 71 par Klaus Schwab, donc qui réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques, associatifs, des intellectuels, des journalistes, pour y débattre des problèmes du monde. Donc cette année, le 49e forum avait pour thème Mondialisation 4.0, façonner une architecture mondiale à l'ère de la 4e révolution industrielle. Et ils avouaient que la coopération mondiale connaît un moment difficile, avec la frustration légitime liée à l'échec de la mondialisation à relever constamment le niveau de vie débordant sur le populisme et le nationalisme. Alors, cette édition 2019, et on va en parler ensemble avec Bugeaud, a été marquée par une espèce de grande dépression par rapport à l'édition 2018. L'édition 2018 avait vu l'arrivée d'Emmanuel Macron donc comme un sauveur, et l'arrivée de Trump comme étant un gage d'intégration, si vous voulez, de comment finalement il allait devenir raisonnable. Donc on avait à la fois un Trump qui allait devenir raisonnable et Macron qui allait incarner l'espoir mondialiste. Or cette année,
Macron finalement est retenu à cause des gilets jaunes, et puis Trump n'y est tout simplement pas allé. Et qui était là? Alors là, c'est vraiment un symbole que nous vivons la fin d'une époque. Qui était là? Les trois présidents du G7 qui étaient là, c'est le chef d'État japonais, chef d'État italien et le chef d'État allemand, c'est-à-dire les trois perdants de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait aucun des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, comme si on changeait, on rentrait dans une nouvelle époque, et comme un autre symbole. L'homme de Davos, puisque l'homme de Davos par excellence, c'est Carlos Ghosn, puisque Bloomberg, Business Week, il y a 18 mois, hein, on est à l'été 2017, titre. Si Davos était une personne, ce serait Carlos Ghosn. Ce serait Carlos Ghosn. Quelle vision, quelle vision. Aujourd'hui emprisonné au Japon, et qui a ouvert donc le Forum économique mondial? Jair Bolsonaro, président élu en tout cas sur une posture nationaliste et anti-écolo. Alors que le dernier mantra, si vous voulez, de ces élites mondiales, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc vraiment, ça a été un effondrement total d'un sommet mondialiste qui, depuis des années, donne la température de l'optimisme de ces élites à la réalisation de leurs projets. Oui, néanmoins, je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et je ne pense pas que le mondialisme soit mort, loin de là. Parce que, voyez-vous, ce qui est juste et ce que vous avez révélé le démontre de façon assez claire au niveau symbolique. Comme ce sont les perdants de la Seconde Guerre mondiale qui remontent un peu au créneau, nous assistons à une remise en cause de toute la prédominance américaine qui s'est manifestée de façon institutionnelle au niveau mondial à partir de Bretton Woods. Néanmoins, derrière l'Empire américain, il y a toujours eu certains... L'indexation de l'or sur le dollar. Non. Bretton Woods, c'est vraiment l'architecture financière internationale avec la création du FMI, la création de la Banque mondiale. Et effectivement, le dollar s'est imposé à cette occasion en tant que monnaie mondiale. Ça, de facto, ça s'est passé comme ça. Mais ça n'a pas été sans lutte, parce que vous savez que même s'ils ont gagné, vous aviez des positions d'arrière-garde de la City qui étaient représentées par Keynes, John Maynard Keynes, qui militait à l'époque, non pas pour que le dollar, qui était une monnaie nationale, soit aussi monnaie mondiale, mais pour que la monnaie mondiale soit une monnaie autonome, dans le sens où elle aurait été un panier de monnaie. Et aujourd'hui, nous assistons à la remise en avant de cette idée-là, avec les DTS qui ont été créés en 1969, mais qui ont végété très largement jusqu'à ce qu'en 2015, si je ne me trompe pas, fin 2015, la monnaie chinoise intègre ce panier de monnaie DTS, qui a remis les DTS sur le devant de la scène pour reprendre le pas en tant que monnaie mondiale. Donc on a l'idée de le panier de monnaie que Keynes appelait le Bancor, qui revient sous la forme des DTS, tel un phénix, n'est-ce pas, annoncé par The Economist de 1988. Donc en réalité, on peut pas. Enfin, moi, je vois pas du tout les choses comme évoluant vers la fin du mondialisme. Au contraire, je pense qu'elles évoluent vers une étape intégrationniste supérieure et qui passe par la destruction de l'Empire américain et en particulier du dollar américain en tant que monnaie mondiale.
Voilà, donc en fait, vous nous expliquez que Donald Trump sera en fait un idiot utile en quelque sorte dans ce jeu-là, qui, devant l'histoire, assumera l'effondrement de l'Empire américain et la fin de l'Amérique comme gendarme du monde et la fin de l'Amérique comme référence monétaire mondiale, donc via le dollar. Voilà, alors oui, en effet, je pense que Trump va assumer ce rôle. Maintenant, qu'il le fasse en tant qu'idiot utile ou pas, ça, je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas quelle est sa position personnelle vis-à-vis des forces en présence. Il est parfaitement, à mon avis, au courant. Il a été quand même, je dirais, élu sur une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il a été élu sur des manipulations organisées par Steve Bannon, qui était à l'époque directeur de Cambridge Analytica, et qui ont manœuvré pour faire adhérer l'opinion publique contraire au mondialisme de Clinton vers la candidature Trump. Mais en même temps, les gens qui ont voté pour Trump, derrière Cambridge Analytica, il faut savoir que c'est quand même des capitaux qui viennent directement de la City. Donc c'est le mouvement britannique. Enfin, c'est les britanniques. Non, je veux justement faire une distinction entre tout ce qui est britannique géographiquement localisé et la City qui, elle, est très largement apatride, qui sert de QG, mais qui n'a pas de référentiel géographique. Parce que vous avez publié un important article qui s'appelle Géopolitique du Brexit, oui. Précisément où vous articulez les deux événements qui d'ailleurs sont souvent articulés, Brexit et élection de Donald Trump, comme faisant partie d'un même phénomène, mais quelque part, vous renversez ce jeu domino, c'est-à-dire que vous le poussez complètement de l'autre côté, oui, en expliquant qu'il participe d'une nouvelle phase du mondialisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux auditeurs qui n'auraient pas forcément intégré votre vision et pour qu'ils puissent précisément la prendre en compte? Alors déjà, je voudrais juste donc finir sur Donald Trump. Il a été élu sur une ambiguïté dans le sens où son élection relève d'une manipulation de l'opinion publique, mais en même temps, les gens qui ont voté pour lui sont de véritables patriotes et sont les Américains qui ne sont pas prêts à devenir un pays sous-développé. Ce sont des gens qui ont envie que leur pays ait encore compte encore sur la scène internationale, et s'il pouvait rester un empire, ça serait quand même plutôt mieux. Donc il y a cette ambivalence chez Trump et qui sera chez lui jusqu'à la fin, c'est-à-dire que derrière lui, il y a toute une partie de la population honnête qui veut le bien de l'Amérique en tant que pays géographique, et vous avez en arrière-fond tout un flux informationnel, de capitaux et d'orientation, de manipulation médiatique et d'opinion qui n'ont rien de patriote, si vous voulez. Mais cela dit, on voit quand même un certain nombre de nominations. Alors, c'est vrai que les premières nominations à la réserve fédérale américaine ont été l'objet de beaucoup de spéculations. Oui, finalement, bon, on voit pas tellement le changement. Là, la dernière qui agite un peu le landerneau économique, c'est la nomination. Il a proposé un économiste, David Maupass, il me semble, c'est son nom, à la tête de la Banque mondiale. Pareil, cette nomination est très critiquée. On voit quand même une vraie défiance vis-à-vis de... en eau trouble, et je pense qu'il a une marge de manœuvre extrêmement étroite. Et que d'un côté, à un moment, ça penche plus vers les nationalistes, à un autre moment, ça penche plus vers les patriotes. Donc, il est obligé... Mais on sent quand même une défiance vis-à-vis des organisations
de préfiguration du nouvel ordre mondial. Oui, enfin, je dirais pas ça parce qu'il y a des allées et venues chez lui dans les nominations qui font que les choses sont pas si claires que ça. Et j'aurais plutôt envie de dire qu'il avance au gré d'éventuelles menaces ou de choses qui font que il dit une chose et puis il se passe le contraire. Je vais sortir de Syrie, puis finalement les Américains sur place restent. Enfin, vous voyez, c'est tout un... Il y a un jeu d'ombre et de lumière entre le discours du président, les événements sur le terrain. Rien n'est vraiment très clair en ce moment de ce qui se passe au niveau géopolitique avec les États-Unis. En revanche, ce qui est parfaitement clair par ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau géopolitique monétaire. Parce qu'en effet, là, on assiste à un mouvement mondial, je dirais, radical, d'abandon du dollar par à peu près tous les grands États du monde en tant que monnaie d'échange pour les transactions internationales. Et derrière ça, vous voyez la City. Ah oui, et bien sûr. Derrière ça, vous voyez une cause profonde du Brexit. Alors, je dirais que le Brexit, c'est, si vous voulez, si vous remontez aux origines de l'Union européenne, vous retrouvez, bon, d'une part, effectivement, les ferments qui remontent à l'époque nazie, mais si vous allez derrière, une fois que l'Allemagne a perdu la guerre, c'est les Américains qui ont repris la main sur la construction européenne et qui ont tout géré du début jusqu'à la fin. Donc l'Union européenne est une émanation directe de la puissance de l'Empire américain. Et bon, ça se voit avec l'OTAN par exemple, mais ça se voit aussi avec la French American Foundation, toutes les élites qui ont été organisées autour de la puissance américaine, etc., etc. Donc si vous voulez, tout ce qui relève de l'Union européenne est sous domination quelque part américaine. En plus de ça, si vous voulez, la City, quand l'Angleterre était au sein de l'Union européenne, il y avait quand même des contraintes réglementaires, des contraintes, comment dirais-je, oui, c'est ça, de réglementation qui s'imposait au système bancaire. Et donc, pour sortir, pour s'émanciper vraiment, la City avait besoin de sortir de ce carcan. Mais ça ne veut pas dire que l'Angleterre en entier avait besoin, enfin, si vous voulez, il faut faire la distinction entre les élites apatrides, qui sont très largement multinationalisées, dont effectivement le quartier général relève de la City, mais qui ont des points de chute dans tous les paradis fiscaux, dont la plupart se rattachent également à la City, je le précise, même si certains sont américains. Et l'intérêt de la population. Alors, effectivement, on a mis en avant toujours l'intérêt, mais c'est comme pour Trump. Vous nous dites qu'il y a eu un alignement de planète entre une volonté populaire et les intérêts de la City qui a produit cet événement. Et l'intérêt populaire est systématiquement mis en avant, alors que les forces qui sont à l'origine de cette scission sont bien des forces de la City. Nigel Farage, qui est à l'origine, qui est le personnage emblématique du Brexit, hein, si vous vous souvenez bien, est un personnage qui a fait toute sa carrière à la City. Sa femme également a fait toute sa carrière à la City. Il était proche, si je ne m'abuse, de Jimmy Goldsmith, qui lui-même était un membre éminent de ce compagnonnage de la City, si vous voulez. Mais ça, c'est une méthodologie que nous retrouvons très souvent, la mise en avant d'intérêts populaires pour servir un agenda, on peut dire occulte, mais évidemment ça fait toujours un peu peur, mais un agenda caché en réalité qui relève de la haute finance. Et ça, par exemple, avec l'élection de Trump, c'est assez net. Il se pourrait que les Gilets jaunes fassent partie de cet ensemble, mais on voit pas très bien. Enfin, pour moi, les choses sont pas encore extrêmement claires de ce point de vue-là, parce que il y a beaucoup de tentatives de récupération, mais pour moi, les Gilets jaunes, ça reste encore dans une certaine mesure un mystère au niveau de
des tirages de ficelle ou de la spontanéité du mouvement. Je n'ai pas mon opinion qui est définitivement arrêtée sur cette question, bien que on ne peut pas faire autrement que de se poser certaines questions. Mais en même temps, il est évident que ça relève d'un mouvement profond de la société qui effectivement n'en peut plus. Ça se base toujours sur quelque chose d'existant et une réalité absolument. Qui est incontestable. Mais il faut se rendre compte aussi que du point de vue anglais, les Anglais avaient moins de raisons que nous, par exemple, de vouloir s'émanciper. Ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans la zone euro. Donc il y avait moins si vous voulez, l'Angleterre, ça aurait dû être le dernier pays à avoir cette émancipation populaire. Enfin, je veux dire, si ça avait été la population qui était vraiment à l'origine de ce mouvement, c'était vraiment une des dernières populations à devoir le faire, puisque c'était pas celle qui était le plus directement, si vous voulez, concernée par les contraintes immédiates de l'Union, de la construction européenne. Alors, pour un auditeur néophyte sur ces questions, donc vous nous expliquez que la City aurait donc décidé de sortir du dollar comme monnaie de référence pour passer aux droits de tirage spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et peut-être expliquer dans quelle mesure cette question des droits de tirage spéciaux pourrait être liée éventuellement, c'est une possibilité, à la chute de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel en 2011, à la guerre en Libye et à ce genre d'événements. Donc Strauss-Kahn, à l'époque, était directeur du FMI. Et en effet, il s'était rapproché de Mouammar Kadhafi pour instaurer une monnaie locale qui s'appelait le dinar or. Donc, si vous voulez, une monnaie qui était garantie par l'or libyen, mais qui représentait tout un pourtour géographique, pas la seule Libye. Et donc, c'était un peu l'équivalent. C'était une monnaie locale qui était un peu l'équivalent de ce que peut être l'euro, ou alors, mais en plus sérieux, parce que garanti sur de l'or, alors que l'euro est pas. Enfin, il y a quand même c'est quand même garanti sur l'or parce qu'il y a toutes les ressources. Et qui rentrait dans une certaine mesure dans le plan mondialiste d'intégration via la création de gros blocs, de grands espaces. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en particulier la création de blocs monétaires. Et donc les Américains ont compris ce qui se passait, ils ont vu ça évidemment d'un très mauvais œil parce qu'ils ont compris que le dollar était en jeu, était en cause, sa prééminence en tout cas. Et donc ils ont fait tomber Strauss-Kahn, ça s'est passé comme ça. Et en effet, mais alors vous savez, du point de vue des banquiers mondialistes, ils n'en sont pas à leur tentative d'essai sur les zones monétaires, puisque en 1931, ils avaient déjà organisé ce qu'on appelle la zone livre sterling, qui reprenait donc, qui s'appliquait à l'Empire britannique avec tous les pays du Commonwealth. Et en 1945, sous l'égide de Charles de Gaulle, a été créée la zone franc. Donc avec ce qu'on appelle aujourd'hui CFR, CFA, mais il y avait plusieurs, il n'y avait pas que la CFA, il y avait toutes les colonies, les anciennes appartenances françaises de partout dans le monde. Et bon, peu à peu, ça s'est un peu réduit, mais vous aviez... j'ai plus le nombre de pays exact en mémoire, mais enfin c'était assez conséquent. Et donc cette zone franc était exactement calquée sur la zone livre. Donc on se rend bien compte. Et puis il faut pas oublier que d'une certaine façon, Charles de Gaulle était une émanation des Britanniques quand même. C'était l'homme des Britanniques contre l'Amérique de Gaulle. Il a été fait et protégé par Churchill. Donc, quand il est arrivé au pouvoir en 1945, une de ses premières décisions, ça a été justement d'instaurer cette zone franc. Donc, si vous voulez, les banquiers internationaux qui sont derrière toutes ces problématiques monétaires ont déjà une certaine expérience des zones monétaires élargies, qui fonctionnent plus ou moins bien. Ils savent ce qui marche pas. Donc maintenant, leur problématique suivante, ça sera de dématérialiser toutes ces transactions.
Et c'est pour ça que nous avons vu arriver, là, dans à partir des années 2010, ce mouvement prétendument libéral en faveur des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies ont été lancées comme un ballon d'essai pour réagir, voire en montrant tous les avantages de décentralisation monétaire, de liberté des peuples, etc. Avec la blockchain comme appât en quelque sorte. Oui, la blockchain, c'est le système, le système technique de fonctionnement de la crypto-monnaie. Mais si vous voulez, on peut utiliser blockchain indépendamment des monnaies. Mais les crypto-monnaies, c'est justement utiliser la blockchain pour faire circuler des monnaies. Et alors justement, peu à peu, on a vu se dessiner le schéma suivant, selon lequel Madame Lagarde, Christine Lagarde, directrice du FMI, se prononce en faveur, a toujours été plutôt favorable aux crypto-monnaies, et là, récemment, je crois que c'était en quelque chose comme le 15 novembre 2018, il me semble, s'est prononcé très clairement en faveur des crypto-monnaies d'État. Et donc, l'idée va être, à mon avis, la suivante, c'est que vous allez avoir un panier donc, de monnaies, donc il faut établir les zones précises des différentes monnaies, et ces monnaies circuleront ensuite de façon dématérialisée sous forme de crypto-monnaies. Voilà, c'est l'objectif. Et le grand reset que tout le monde attend, redoute et craint, puisqu'on parle de ça depuis déjà plusieurs années, ça va être la chose suivante, ça va être que chaque monnaie de zone, d'État, et en particulier la monnaie américaine, va être réévaluée en DTS en fonction d'une mise à plat de ces déficits, enfin de ces dettes, par rapport à ces actifs que sont l'or, éventuellement des réserves de pétrole ou en tout cas d'actifs tangibles. Et il va y avoir une réévaluation globale, je pense par zone géographique, des monnaies dans l'optique de générer une monnaie mondiale qui sera donc ce fameux panier de monnaie, qui est déjà un panier de monnaie. N'envisagez-vous pas une volonté d'autonomisation, je pense en particulier chez les Chinois, avec cette concurrence à Londres, notamment sur le marché de l'or, avec Shanghai, si vous pouvez... Oui, alors justement, on peut imaginer que certains pays aient envie de résister à cette poussée qui est quasiment irrésistible. Et on pense en particulier effectivement à la Chine, qui a quand même dont on sent percer une volonté impérialiste, un renouveau impérialiste assez net, et on pense aussi, bien entendu, à la Russie. Néanmoins, il faut quand même garder en tête que la Chine, que l'on connaît aujourd'hui, n'existe que par la volonté des banquiers anglo-saxons. C'est eux qui ont investi dans l'empire chinois de façon à développer l'économie chinoise et à en faire l'usine du monde. Hein, s'il n'y avait pas eu ces capitaux-là, la Chine ne se serait jamais développée comme elle s'est développée. Donc il y a eu un pacte, si vous voulez, un peu comme il y a eu entre Cromwell et les banquiers, il y a eu un pacte entre les banquiers anglo-saxons et les dirigeants politiques chinois pour aller dans ce sens-là. Alors, les Chinois, ils sont très forts, si vous voulez, dans leur fonction, vraiment leur fonction, leur façon de penser, de voir le monde, sont très très performants sur le court terme, vraiment, et sur le très long terme. Mais en revanche, je vois une faille dans leur façon de fonctionner sur le moyen terme. Ils anticipent pas. Ils n'arrivent pas à gérer le moyen terme comme ils savent gérer, par exemple, le très long terme. Et c'est justement cette faille qui est très dangereuse parce que eux, les banquiers, savent très bien gérer et ils vont implanter des choses dans le moyen terme qui auront des répercussions dans le long terme et qui feront que la volonté impérialiste chinoise peut se heurter justement à tout ce qui aura été implémenté pendant la période intermédiaire. Donc je pense que les Chinois, ils ont deux handicaps. C'est que le premier handicap, c'est que leur structure financière est totalement dépendante de la structure anglo-saxonne, des banques anglo-saxonnes et notamment dirigées par la City. Et cette façon de concevoir le monde qui, en plus de ça, il y a un autre phénomène en Chine qui peut jouer contre eux, c'est que la Chine
c'est énorme. C'est un pays qui est énorme et qui est dirigé par des familles, des clans. Et vous savez que les banquiers, leur stratégie de toujours, c'est de diviser pour mieux régner. Et ils savent parfaitement bien utiliser les intérêts des uns contre les intérêts des autres en toute discrétion. Voilà. Donc la Chine a quand même des handicaps, si vous voulez, en tant qu'émergence impérialiste nouvelle. Et quant à la Russie, eh bien la Russie est vraiment le point fort de la Russie, c'est l'aspect défensif. Ce sont des gens qui sont très forts pour se défendre. Mais en revanche, je ne suis pas convaincu que le pouvoir politique russe ait vraiment le contrôle total de sa monnaie. Et j'ai presque envie de dire, on pourrait peut-être avancer que en fait, il ne l'a pas du tout. Et ce qui explique les mesures aussi je veux dire rétrogrades, mais je pense aux lois sur le retard, enfin l'avancée de l'âge de la retraite qui sont passées récemment, qui ont porté atteinte vraiment à la popularité du président russe. Mais quand on discute aussi avec des Russes, on se rend compte qu'ils sont quand même assez mécontents et qu'il n'y a pas suffisamment d'argent en circulation en Russie pour alimenter de façon saine et de façon normale une économie de façon à ce qu'elle tourne de façon satisfaisante. L'argent n'est pas suffisamment en quantité suffisante pour que l'économie soit alimentée correctement. Donc, si vous voulez, les banquiers ont quand même un avantage compétitif et comparatif très important par rapport à toutes les volontés de résistance et impérialistes, je dirais dans le monde entier. Simplement, il y a des pays dans lesquels on sent des ferments de volonté de résister et puis aussi des structures qui permettraient une certaine résistance, alors que dans nos pays en Occident, c'est terminé, quoi. Il y a plus, enfin, je ne perçois aucune réelle volonté et aucune réelle structure institutionnalisée sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour essayer de résister à cette ascension irrésistible des banquiers internationaux, en fait. Non, moi j'avais juste une question là sur le dinar or. Ça aurait été une monnaie papier? Non, c'était juste une monnaie d'échange. Je ne sais pas sous quelle forme elle aurait circulé, mais vraisemblablement papier, et puis après dématérialisée, probablement, comme toutes les monnaies, beaucoup le font. Mais elle était en tout cas garantie par, par les réserves d'or de la Libye. Oui, c'est ça. Enfin, ça s'appelait le dinar or. Maintenant, c'est pas sûr qu'elle aurait fonctionné sous forme de pièces d'or. Oui, c'est pour ça. Je pensais que ça resterait une monnaie d'échange, de valeur. Garantie par une certaine quantité d'or, ce qui lui donnait un poids. Voilà. Et qui a dérangé la géopolitique mondiale. Qui a dérangé surtout le dollar américain, parce qu'ils ont compris que le panier de monnaie, le Bancor était en train de revenir et que eux, c'était donc la fin de leur suprématie, parce qu'une grosse partie de leur avantage comparatif, c'est justement le fait qu'ils émettent la monnaie mondiale. Ils tirent de ça des subsides très importants. S'ils perdent cet avantage-là, l'Empire américain s'effondre. Alors on est très heureux de vous recevoir parce que nous, à Fait Document, prospectivons que cette question monétaire est sans doute l'enjeu central de l'année 2019, de l'année qui vient et des années à venir. Et alors je voudrais vous soumettre 2 documents qui ont été publiés en marge du Forum économique mondial, puisque on ne sait pas, mais c'est une occasion en général que choisissent certains banquiers pour faire savoir leur position, puisque tout le monde est réuni là-haut. Et ils savent qu'ils frapperont un grand coup. Les banquiers se réunissent surtout à la BRI. Les banquiers qui décident ne se réunissent pas à Davos. Voilà, Davos, c'est leur, médiatiquement. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est leur cage de résonance. Donc, le premier, c'est Seth Clarksman. Il est PDG du Baupost Group. Donc, c'est un fonds spéculatif de 27 milliards de dollars. Et donc, lui, il publie une lettre à ses investisseurs, une lettre alarmiste de 22 pages
Donc je passe sur la question sociale. Il explique que cela ne peut pas être business as usual au milieu des protestations constantes, des émeutes, des shutdowns, des tensions sociales en hausse, etc. Les frictions sociales représentent un challenge pour les démocraties, blablabla. Et surtout, il conclut en expliquant que les graines de la prochaine crise financière majeure ou celle d'après pourraient se trouver dans les niveaux de dette souveraine actuels. Donc ce problème central, celui des dettes souveraines, à propos duquel Charles Dallara, économiste qui représente l'Institut de la finance internationale, donc un cartel bancaire qui regroupe, je pense qu'on peut le dire, les banques les plus importantes, publie un rapport le 15 janvier où il établissait la masse de la dette mondiale à 244 000 milliards de dollars, soit plus de 3 fois la taille de l'économie mondiale. Le ratio dette mondiale PIB ayant dépassé les 318% au troisième trimestre 2018. Oui, une réaction, Valérie Oui, Boulot? il est clair que le niveau des dettes n'est pas soutenable à long terme. Et je voudrais quand même revenir sur un élément fondateur, c'est que c'est la raison pour laquelle ces dettes existent. C'est lié d'une part au vaste mouvement de dérégulation bancaire, et c'est lié aussi au besoin américain de fabriquer des actifs dématérialisés pour pouvoir alimenter les flux de marchandises internationaux en dollars, pour pouvoir avoir l'échange en dollars par rapport au flux de marchandises et pour pouvoir remplir ce rôle de monnaie mondiale. Donc, si vous voulez, ça, typiquement, c'est la faillite d'un double standard monétaire à la fois national et international. Et est-ce que précisément le DTS ne peut pas être à un moment donné présenté bien sûr, comme... le reset viendra justement de la rencontre entre le moment où ce moment il est contrôlé, parce que si vous voulez, à partir du moment où tous les pays du monde, où tous les banquiers du monde n'ont pas intérêt à ce que tout s'effondre, ça ne pourra pas s'effondrer. Ça ne s'effondrera. Là, c'est un effondrement contrôlé, si vous voulez. C'est une démolition contrôlée. On assiste vraiment à une démolition contrôlée de façon à ce qu'ils ne perdent pas la main et que les choses ne leur échappent pas. Mais il est clair qu'à un moment ou à un autre, nous allons rétablir un équilibre entre les monnaies et leurs avoirs matériels tangibles, l'or, tous les biens précieux, les terres rares, les diamants, tout ce que vous voulez, le pétrole, le gaz, tous les biens tangibles entreront dans la composition, dans la valorisation de la monnaie. Et ce qui entrera aussi dans la valorisation, c'est le niveau d'endettement. Donc, et moi, je fais un lien assez net entre les récentes interventions américaines justement au Venezuela. Vous savez, le Venezuela, c'est deux choses. C'est des mines d'or et c'est une réserve de pétrole. C'est ça, le Venezuela. Et typiquement, les États-Unis sont à un moment où ils n'ont plus de réserves d'or dans leur fonds. Et quant au pétrole, le pétrole saoudien est en train de se tarir, ça à peu près tout le monde l'a compris. Donc ils ont besoin, c'est presque un acte de nécessité, de désespoir, si vous voulez, de survie. Non, c'est pas un acte de survie, c'est un acte de désespoir pour récupérer à tout prix des actifs de façon à avoir des moyens de négociation lorsque le reset arrivera et lorsqu'il faudra réévaluer leur propre monnaie en pourcentage de DTS, si vous voulez. Parce que une chose est de tenir la monnaie mondiale et une deuxième chose est de n'avoir aucun pourcentage ou un pourcentage très très faible de DTS. Parce que là, c'est un effondrement... ça sera dantesque, je veux dire, sur le continent américain et en particulier, pour les États-Unis et toutes les monnaies qui sont liées au dollar, ça va être très 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 violent.
Donc eux, si vous voulez, ils sont à un moment où c'est la panique, quoi. Écoutez, les Américains, ils ont plus de 70 ans d'expérience de changement de régime. Et honnêtement, je trouve que ce qui se passe au Venezuela, ça sent l'imprévision, ça sent la panique, un mouvement erratique, conjoncturel, et c'est comme si ils n'ont pas le choix, quoi. En fait, presque improvisé. Il faut qu'ils le dos récupèrent au à mur, tout prix des actifs parce que le reset approche, quoi. Enfin, bon, c'est une interprétation, hein. Je ne dis pas que c'est la seule, parce il peut y avoir d'autres raisons, y compris militaires, etc. Mais je pense que cette raison, cet aspect monétaire doit être pris en compte parce qu'il est au moins la moitié, si ce n'est beaucoup plus, il répond au moins à la moitié du problème géopolitique, quoi. Et c'est pas seulement au niveau Venezuela, hein. Là, c'était un exemple que j'ai donné. Mais... Et alors, dans ce grand jeu mondial, vous incorporez aussi le traité d'Aix-la-Chapelle, donc un traité franco-allemand qui est passé relativement inaperçu dans les médias. On en a plus parlé, il est vrai, sur Internet, avec principalement, dans les mesures, un partage entre la France et l'Allemagne, ou en tout cas, qui est pas très bien défini d'ailleurs, hein, mais un partage entre la France et l'Allemagne du siège au Conseil de sécurité non, ça c'est pas fait encore, mais de l'ONU et de l'arme nucléaire, qui sont en quelque sorte les deux derniers pans de... projets, ça. Voilà, c'est les projets, mais qui sont les pans de souveraineté qui restaient à la France, les deux... Alors, en fait, le Brexit est lié avec le traité Aix-la-Chapelle, mais je pense que l'événement des Gilets jaunes a accéléré le processus, si vous voulez. Parce que le Brexit devait se faire pour libérer la City du carcan américain. Ça, je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure. En revanche, il y a deux écueils à ce phénomène. C'est, premièrement, il est très dangereux pour les mondialistes de montrer l'exemple du fait qu'on peut sortir du carcan européen, parce que c'est quand même une très belle réalisation mondialiste, l'Union européenne. Donc, il faut tout faire pour que les pays qui sont membres de l'Union européenne n'aient pas cette idée saugrenue de sortir. Donc, la terreur économique, etc., on connaît ça, tout le cinéma qu'il y a autour du Brexit, deal, no deal, etc. Bon, ceci étant, il y a certaines réalités intangibles, mais à mon avis, l'essentiel n'est pas là. Et deuxièmement, le fait que le Brexit devait être l'élément déclencheur d'une amorce d'accélération du fédéralisme européen. Et ça, effectivement, c'est pas facile à réaliser. Donc, ils ont joué sur ces deux dirigeants extrêmement mondialistes comme on ne peut pas les rêver, que sont Merkel et Macron, pour jouer cette carte-là. Donc, ils comptent faire passer la prochaine fédéralisation européenne par un rapprochement, premièrement, franco-allemand. Et vous savez que ce traité d'Aix-la-Chapelle, moi je suis docteur en droit, et donc j'ai fait du droit privé. Et en droit privé, j'ai particulièrement fait du droit de l'entreprise, etc. Et je retrouve dans ce traité les réflexes pavloviens de droit des affaires. Si vous voulez, ce traité d'Aix-la-Chapelle me fait penser vraiment, et il a l'âme de fusion-acquisition. Il faudrait savoir qui l'a rédigé. Alors peut-être qu'on aurait la... Oui, mais peu importe, il a l'âme, si vous voulez. Oui, on peut creuser la question, mais si vous voulez, le fondement, quand alors déjà, il y a une chose qu'il fait pour la première fois, c'est qu'il met en œuvre les euro-régions, qui n'ont jamais été encore réellement institutionnalisées. Ce traité les institutionnalise. Il opère la fusion des parlements, etc. Et juste après ce traité, qu'est-ce qu'on voit ? Macron et Merkel qui fusionnent leur présidence au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais attendez, on ne parle pas du siège permanent là. Hein.
On parle oui. de la présidence. Donc, c'est pas la même chose. Parce que pour que le siège permanent soit transféré de la France à la France va disparaître. Justement, c'est ça l'idée du traité d'Aix-la-Chapelle. C'est que, en réalité, les choses se passent par transmission universelle du patrimoine, si je puis dire. C'est-à-dire que la France disparaisse. Le symbole et que d'Aix-la-Chapelle derrière- n'est pas innocent. Non, bah bien Qu'est-ce entendu. qu'on vend Charlemagne. Bien derrière entendu, c'est Charlemagne. Donc l'idée, c'est que en fait, on ne change pas l'affectation du siège permanent au Conseil de sécurité ou de On l'OTAN. le C'est qu'en fusionne. réalité, la France disparaissant, la France devenant France-Allemagne, de façon naturelle, comme en cas de transmission universelle du patrimoine dans les fusions-acquisitions, si vous voulez, la nouvelle entité récupère les actifs des entités antérieures. Et c'est ça qui va se passer. Sauf que vous comprenez bien que dans ce système-là, les dominants, les décideurs ne seront pas plus les Français. D'ailleurs, la France n'existera plus. On va dire l'Allemagne non plus, mais l'Allemagne, l'idéologie fédéraliste est beaucoup plus intégrée dans leur mode de fonctionnement politique. Donc, elle disparaît moins finalement que la France, qui est un État centralisé depuis de nombreux siècles. Donc, il y a cette idée-là. Et même si ce n'est pas fait encore, parce qu'il y a toute une problématique de procédure en droit international qui fait que les États adverses, enfin les États étrangers, ont aussi leur mot à dire pour l'affectation du siège permanent, puisque vous savez que ça relevait aussi de l'équilibre des forces résultant justement de la Seconde Guerre mondiale. Donc on en revient toujours à ce changement d'équilibre fondamental qui a lieu actuellement par rapport à ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que vous décriviez tout à l'heure à propos de Davos. On en revient toujours à ça. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la volonté de Macron est très claire, de faire fusionner, de faire disparaître la France pour la faire fusionner à une entité supranationale et dirigée par finalement des capitaux, parce que derrière l'Allemagne, c'est la fusion des capitaux anglo-saxons, c'est une économie adossée à des banques en faillite, ça n'existe pas. Derrière l'économie allemande, c'est les capitaux anglo-saxons. Donc, vous voyez, la stratégie, c'est une stratégie finalement de banquier d'affaires. Et c'est vrai qu'elle ne prend pas forcément en compte les procédures législatives qui existent au niveau international. Mais peu importe, à partir du moment où vous avez une volonté de faire disparaître un pays, en l'occurrence c'est la France, le droit international devra prendre acte de toute façon de cette volonté-là. Alors, peut-être que ça ne se fera pas par l'affectation du siège permanent au Conseil de sécurité, parce que les autres États s'y opposeront. Parce qu'ils diront effectivement, et l'équilibre des forces ayant changé, nous, on n'accepte pas ce nouvel état de fait. Mais si vous voulez, de toute façon, c'est quand même un rapport de force nouveau qui se met en route, et c'est quand même un fait accompli, non seulement vis-à-vis des ressortissants français. Nous, on est vraiment quantité négligeable dans cette histoire, mais vis-à-vis aussi des autres pays du monde. Et c'est là où il peut se passer des choses intéressantes au niveau de la restructuration des rapports de force au sein de l'ONU, au sein de tous les organismes internationaux et au sein également peut-être des milieux financiers. J'espère qu'il existe encore des milieux financiers qui sont patriotes, c'est-à-dire géographiquement ancrés, mais j'ai des doutes. Voilà. Donc je rappelle que Valérie Bugeaud vient de publier la nouvelle entreprise géopolitique de l'entreprise aux éditions Sigest, et donc un nouveau livre sortira en mars chez le même éditeur. Oui, c'est Les raisons cachées du chaos mondial, je crois, le titre, quelque chose comme ça. Les raisons cachées du chaos mondial. C'est un livre qui va reprendre tous mes articles d'analyse de géopolitique, donc pas seulement monétaire. D'ailleurs, il y aura assez peu de parties monétaires, puisque je réserve la question monétaire pour un prochain livre que
je ferai dans les années qui viennent, les mois et les années qui arrivent. Mais pour l'instant, il s'agit surtout de se concentrer sur la question économique, qui est évidemment liée à la question monétaire. Donc il y aura quand même certains articles monétaires, mais aussi toutes les analyses juridiques, d'évolution du droit, générées d'ailleurs par ces questions monétaires sur le continent européen et en particulier en France. Voilà, je vous recommande ce livre parce qu'il permet d'ouvrir des chemins qui sont très largement inexplorés. Donc on rappellera donc aux éditions Sigest. Aux éditions Sigest, ce livre sortira fin mars 2019. Et on vous remercie d'être venu en parler en avant-première. Donc. Je vous remercie de m'avoir invité. Donc avant de nous quitter, donc on rappelle que le dernier numéro de Faits et Documents donc, est un spécial Davos. Donc retrouvez-nous dans Faits et Documents avec un numéro spécial Davos ou sur faitsetdocuments.com pour vous abonner à la revue. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Au revoir à tous. À bientôt.